Nous allons nous rencontrer dans quelques semaines pour un sujet très vaste, toujours d'actualité, la naissance des bébés humains. Alors, mon intention aujourd'hui, en quelques minutes, c'est pas de résumer le contenu de ces 3 jours, il est trop vaste, c'est énorme, il est trop vaste. Et je dois signaler d'emblée que c'est en grande partie les participantes décideront des sujets qu'elles veulent aborder. À part le premier jour, où je ferai une présentation, une introduction, une bienvenue. Après, ce sont les participantes qui décideront de quoi elles veulent parler. Et les sujets sont trop vastes. Ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la phase critique de l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre. Et même on pourrait dire de l'histoire de la vie. Il faut avoir conscience du fait que nous sommes dans une période sans précédent, étant donné la rapidité des bouleversements. Alors, parmi tous ces bouleversements, il y a d'abord un bouleversement dans la compréhension de la nature humaine. Tout le monde sait que ce qui caractérise l'être humain, c'est l'extraordinaire développement de son cerveau. C'est une évidence, c'est bien connu, en particulier de cette partie du cerveau qu'on appelle le nouveau cerveau. Le terme technique, c'est le néocortex. C'est à cause de ou grâce à ce nouveau cerveau, ce néocortex, que nous pouvons avoir des comportements qu'aucun autre être vivant ne peut avoir. Par exemple, en ce moment, nous communiquons par Zoom, nous voyons grâce à Zoom, nous échangeons des mots grâce à Zoom. À cause de notre néocortex, on peut envoyer des humains dans la Lune, résoudre des équations, fabriquer des bombes atomiques, c'est tout ce qu'on peut faire grâce à notre néocortex tellement développé. Mais alors, ce qui est nouveau, ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que jusqu'à une époque récente, habituellement, on considérait que ce nouveau cerveau, ce néocortex, c'était un outil qui nous renseignait sur le temps, l'espace, qui facilitait la communication. Mais aujourd'hui, soudain, avec l'essor de la neurophysiologie, on est en train de comprendre que c'est pas si simple que ça. Que, en fait, le néocortex peut avoir des actions dans deux sens opposés. Le néocortex peut être un outil qui nous renseigne, qui nous aide constamment. Mais le néocortex peut aussi inhiber, gêner des fonctions physiologiques. C'est l'effet inverse. Mettre au repos des fonctions physiologiques. C'est ce qu'on appelle l'inhibition néocorticale. Alors ça, c'est une compréhension, c'est une clé, ce concept-là d'inhibition néocorticale, pour comprendre la nature humaine en général et certains processus physiologiques en particulier. Par exemple, ça explique pourquoi des réflexes peuvent être mis en évidence chez le nouveau-né. On met des réflexes qu'on appelle archaïques, primitifs, et puis après, mystérieusement, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que le nouveau cerveau, le néocortex, les inhibe. C'est l'effet inhibiteur du néocortex. Un autre exemple, qui est très proche du précédent, un nouveau-né sait nager. Si vous le jetez à l'eau, il aura des mouvements natatoires coordonnés. On peut dire, pour simplifier, je passe sur les détails, il sait nager. Mais à partir de 3 ou 4 mois, si vous le jetez à l'eau, il va se noyer. Après, il faudra qu'il apprenne à nager, de façon rationnelle. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a une inhibition néocorticale. Le nouveau cerveau inhibe des fonctions. La même chose, par exemple, pour l'odorat.
l'odorat de l'être humain en général est plutôt faible par rapport à ce qu'il a chez les mammifères, ça c'est un détail, mais il y a un moyen de le rendre plus efficace, c'est de boire un verre de vin. C'est-à-dire de réduire l'activité du néocortex. À ce moment-là, l'odorat est plus fort. Ça veut dire, en fait, ce néocortex, ce nouveau cerveau, qu'on jusqu'ici on considérait comme un outil, dans cette mesure, il inhibe, il gêne, il met au repos des fonctions physiologiques. Et alors, la raison pour laquelle c'est tellement important, ce sera tellement important pour le sujet qui domine c'est notre séminaire, c'est que le néocortex, l'activité du néocortex, l'activité du cerveau logique, l'activité du cerveau qui nous permet de faire des mathématiques, eh bien, ça inhibe le processus de l'accouchement. Et on verra que la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement facile, possible dans l'espèce humaine, et là, on est en train de commencer tout juste à le comprendre, mais c'est extrêmement important, c'est la mise au repos du néocortex. On est en train de comprendre que ça ne sert à rien d'aider une femme à accoucher. Ce qu'il faut, c'est la protéger contre ce qui active le cerveau qui pense, c'est de penser. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est un tournant dans l'histoire de la compréhension de la nature humaine. Alors, il y a un autre tournant que nous évoquerons, auquel nous donnerons beaucoup d'importance, et dont, jusqu'à présent, ne fait pas partie des sujets dominants, alors que ça va certainement le devenir, c'est le fait qu'aujourd'hui, la médecine de reproduction est en train de neutraliser les lois de la sélection naturelle. Alors, ça, c'est un sujet énorme. Tout le monde a entendu parler de la sélection naturelle depuis Darwin. Tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Eh bien, jusqu'à présent, c'était une loi aussi vieille que la vie. Il faut réaliser que soudain, là, maintenant, au XXIe siècle, soudain, la médecine de reproduction neutralise les lois de la sélection naturelle, cette loi essentielle de la vie. Bien, alors, c'est énorme, ça, dans l'histoire de la vie et dans l'histoire de l'être humain en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ou comment l'illustrer rapidement? C'est un sujet énorme et qu'on peut rapidement illustrer. Ça veut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même, elle peut transmettre ses gènes aussi facilement qu'une femme qui accouche facilement, puisque il suffit de faire une césarienne, c'est pas plus compliqué. On neutralise les lois de la sélection naturelle. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont pas fertiles, mais avec aujourd'hui la médecine de reproduction, eh bien, ils peuvent quand même transmettre leurs gènes. Ça, c'est nouveau dans l'histoire de la vie. On a neutralisé les lois de la sélection naturelle. Alors, quel est l'avenir de notre espèce en particulier si on continue, et on sera sans doute obligé de continuer, on ne peut pas aller à l'inverse, mais ça pose des questions. Quel est l'avenir de notre espèce après neutralisation des lois de sélection naturelle? Alors, pendant ces 3 jours, eh bien, je voudrais surtout m'adresser, bien sûr, à tous ceux qui, pour des raisons pratiques ou dans l'immédiat, s'intéressent à la naissance des bébés, posent des questions à court terme, les sages-femmes, les professionnels de la santé en général, les médecins, les femmes enceintes, etc. Bien entendu. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, ce séminaire devrait attirer tous ceux qui s'intéressent à l'avenir, à l'histoire de la vie et qui s'intéressent en particulier à l'avenir de l'être humain, à la survie de l'être humain. J'ai dans un livre que j'ai récemment publié, qui est une édition française,
Eh bien, c'est la question clé que je pose. Quel est l'avenir de l'être humain? Le titre français est «L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée?» Voilà. Et nous, voilà ce que je voulais souligner, c'est pas tellement le contenu de ce que sera dans 3 jours, mais c'est le contexte en termes d'histoire de la vie et d'histoire de l'espèce humaine. Et je veux souligner que c'est pourquoi il serait intéressant d'avoir un public d'une très grande diversité, un public qui apporte des éléments auxquels on ne pense pas toujours, un public qui s'intéresse à l'avenir de la vie, à l'avenir de l'espèce humaine. Euh, Très souvent, dans nos séminaires, il n'y a que des femmes. Mais pourquoi les hommes ne s'intéresseraient-ils pas à l'avenir de l'espèce humaine? je, Très souvent, on me demande de parler à des gens qui sont très intéressés par la naissance, des raisons professionnelles, personnelles, etc. Et moi, j'aime souligner, mais il est important aussi de communiquer avec les autres. Je cherche à atteindre les autres. C'est pas seulement par mes écrits, c'est pas seulement par des conférences, c'est aussi dans un séminaire comme celui que Sylvie organise qu'il me paraît important d'élargir le public, de diversifier le public. Ça ne peut que nous enrichir, nous tous. J'ai appris beaucoup de choses, parfois dans des séminaires, grâce à des participants qui avaient des connaissances spéciales, pas habituelles, auxquelles on ne pense pas. Eh bien, voilà, mon espoir, c'est que ce séminaire organisé par Sylvie va attirer un public aussi diversifié que possible. Bien entendu, le thème général, bien entendu, c'est la naissance du bébé humain. Mais c'est un thème très large, qui mène à des questions d'une extraordinaire diversité. Donc, à bientôt.